Hello à tous et bienvenue sur le podcast du Cappuccino et des livres. Le temps d'un cappuccino, nous allons parler de livres et d'écriture, mais pas que. Je suis Jess Angel, j'aime autant lire des histoires qu'en raconter et j'avais envie de partager avec vous tout mon univers. Et quoi de mieux qu'un podcast pour le faire ? Alors allons-y, c'est parti. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Charlotte Pili pour parler d'écriture, de doute, de création et de tout ce qui compose son univers d'autrice et bien entendu de tout ce qu'il y a derrière son livre. Installez-vous confortablement, servez-vous un cappuccino, laissez-vous inspirer par cette conversation autour des livres et de l'écriture. Bonsoir Charlotte et bienvenue sur ce podcast. Hello, merci pour l'invitation. Je t'en prie, merci d'avoir accepté. Comment ça va ? Eh bien, chaudement. Là, je suis allongée sur le carrelage du salon. Ah oui, effectivement. Donc oui, c'est un peu difficile avec la chaleur, mais bon, ça va aller. On va faire avec. Ok, alors on va commencer par une question toute simple. Comment tu te présenterais si tu devais résumer ton parcours en quelques mots ? Je dirais science-fiction. Parce que la science-fiction, ça a été le terreau qui fait en tout cas ce qui m'a fait rentrer dans la littérature. Médecin, je peux difficilement ne pas le mentionner parce que ça fait quand même aussi partie de mon processus d'écriture et une grande partie de ma vie. Et lectrice. C'est vrai qu'avant d'être autrice, je suis lectrice et voilà, j'ai un amour pour la littérature qui est assez important depuis le plus jeune âge. Ok. Est-ce que tu te souviens justement du moment où tu t'es dit « Maintenant, j'écris vraiment, je suis autrice, je suis écrivaine » ? Alors oui, c'est arrivé il y a 4 ans, quand j'ai commencé à écrire le recommencement mécanique, quand j'ai écrit le premier jet. Je ne sais pas si j'en avais vraiment conscience à ce moment-là, mais c'était un besoin en fait. J'avais besoin d'écrire. Alors j'ai eu une carrière qui est un peu bizarre où j'avais un rythme particulier avec la médecine où je travaillais plusieurs mois d'affilée en dom-tom et après j'avais des mois où je travaillais pas et quand je suis revenue, il me semble c'était de Guyane. Pendant 1 mois, je suis restée enfermée et je n'ai fait que écrire. Et je pense que c'est à ce moment-là que le processus il a débuté en fait. D'accord. Alors tu disais que ça fait longtemps, mais qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ? Est-ce que tu l'as ressenti comme un besoin, une envie, une nécessité ou c'était juste le bon moment ? Alors c'était le bon moment parce que je ne travaillais pas pendant ce mois-là et c'était vraiment une nécessité. Là, pour le coup, premier jet, on peut le prendre au sens propre. J'ai vraiment vomi cette histoire pendant 1 mois. C'était vraiment c'était une nécessité. Alors après, il n'avait pas du tout la structure qu'il a actuellement parce qu'il y a eu beaucoup de réécriture. Mais non, c'était un besoin, c'était vraiment une envie. Et à ce moment-là, je pensais pas du tout à la publication, par contre. J'étais vraiment plutôt dans la nécessité d'écrire, plutôt que de penser à la suite, en fait. D'accord. Et est-ce que déjà à l'époque, tu te disais que tu allais écrire pour être lu ou tu écrivais déjà d'abord pour toi ? Ce que je dis, je pense que, les premiers temps, ça a été vraiment de l'écriture parce que j'avais besoin d'écrire. Et non, la confrontation avec le monde de l'édition ou même le fait de le faire lire à d'autres, ça m'est venu quand même beaucoup plus tard. D'accord. C'était pas une préoccupation initiale. Ok. Donc, ça a été évident pour toi seulement il y a 4 ans ou ça t'a trotté dans la tête quand même pendant plusieurs années auparavant ? J'y pensais pas beaucoup à l'écriture. J'ai toujours beaucoup lu, mais au niveau de l'écriture, non. Alors j'écrivais quand j'étais môme. J'adorais les contes de Perrault dès que j'ai pu lire ou même avant de savoir lire. C'est vraiment les contes de Perrault qui sont rentrés, qui m'ont fait rentrer dans un premier temps dans la littérature quand j'étais petite.
Donc après, j'ai écrit mes propres histoires, des histoires infantiles. Mais non, le processus d'écriture, il est venu quand même beaucoup plus tardivement. Là, je vais avoir 40 ans. Donc oui, c'est quelque chose qui est arrivé tard. Et après aussi, il y a ma carrière qui a fait, qui explique une grande part. Quand j'étais en médecine, voilà, le reste est passé au second plan. Alors la lecture est jamais passée au second plan, mais oui, tout ce qui était plutôt créatif, la musique, jouer de la musique, voilà, tout ça s'est passé. Là, c'était plus prioritaire en fait. D'accord. Ok. Et justement, tu parles de lectrice. Est-ce qu'il y a des œuvres, des auteurs qui ont nourri ton univers d'écriture, qui t'ont donné tout cet imaginaire qui t'a permis d'inventer cette histoire? Alors oui, quand j'étais ado, alors mon père a toujours lu beaucoup de science-fiction, donc je suis pas très étonnée de retourner à ces premières amours-là. Et donc dans le grenier, il y avait énormément de ce qu'on appelle la SF à papa, c'est-à-dire les auteurs comme Philippe K. Dick, comme Arthur C. Clarke, Van Vogt avec le cycle du non-A, donc vraiment de la vieille SF. D'accord. Et ça, je m'en suis nourrie. J'en ai dévoré, j'en ai vraiment énormément consommé. Actuellement, cette SF-là, qui est un peu plus ancienne, j'ai du mal à retrouver ces premières... cette satisfaction-là. Dans la SF contemporaine, on est sur d'autres choses. Ce genre de SF-là n'est plus vraiment à la mode. Donc c'était plutôt de la hard SF. Et moi, j'écris quand même dans ce ton-là. Donc, d'accord. Je pense vraiment que c'est le terreau qui m'a amené dans ce genre-là. Et après, actuellement, et puis même pendant toute ma vie de lectrice, je ne lis pas que dans ce genre-là. Je ne lis pas que de la science-fiction. Et même, je lis plutôt de la lecture classique. C'est plutôt des auteurs classiques qui me font vibrer, j'ai envie de dire. Comme Zola, comme... Germinal, c'est un de mes livres préférés. Victor Hugo, Yourcenar, Kafka, voilà, juste pour en citer quelques-uns. Mais donc, je pense aussi que c'est important quand on est auteur de pas se figer dans un genre, de ne pas lire toujours le même genre d'ailleurs, ni de se focaliser sur ce qu'on écrit. Je pense que ce qui fait aussi l'originalité, c'est de mixer, de faire des romans hybrides qui dépassent un petit peu le cadre du genre dans lequel on écrit. Et le fait de se nourrir de beaucoup de genres comme ça, je trouve que ça permet d'avoir des points de vue différents et d'apporter quelque chose peut-être de plus original. D'accord, ça nourrit ton univers, ok. Et est-ce que le recommencement mécanique a été ta toute première histoire, celle par laquelle tout a commencé, ou t'avais quand même écrit peut-être dans ton adolescence ou dans ton enfance des petites histoires pas? Oui, dans l'enfance, des petites histoires. Souvent, c'était des contes de Perrault, mais mélangés. Donc, c'était la princesse machin qui rencontre le prince d'une autre histoire. Ou, voilà. Mais après, une vraie histoire avec un scénario original, non, c'est vraiment le recommencement mécanique. Ça a été la première vraie histoire que j'ai écrite. Ouais. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à la raconter, cette histoire-là ? C'est beaucoup d'éléments différents. Je pense que j'ai peut-être pas tout à fait conscience en plus de ces éléments-là. Ça vient de personnages que je m'inventais, je pense. Tout part des personnages chez moi, toutes mes histoires. D'abord j'ai les personnages, puis après l'histoire se crée autour. D'accord. Parce que j'aime bien mettre le personnage au centre de son aventure, et c'est lui qui crée ce qui va se passer dans cette aventure-là. Et après, c'est des inspirations. Je me rappelle que j'avais vu une émission sur Arte. Alors, c'est vrai qu'Arte, c'est assez top pour avoir des inspirations dystopiques, malheureusement, parce que ça en regorge. Et c'est vrai que j'avais regardé, alors pour le coup, c'était pas du tout dystopique, c'était pendant le Covid, des ingénieurs japonais qui avaient fabriqué des bébés robots, bébés phoques en robots. L'idée, c'était de tenir compagnie aux Japonais pendant le confinement. D'accord.
Et ces petits robots, ils étaient trop mignons. Ils étaient avec des grands yeux bleus, ils se déplaçaient. Quand on les touche, ils ont une fourrure qui fait de chaleur. Bon, le truc, quand on le voit, on a envie de le caresser, on a envie de le toucher. Donc, il n'y avait pas beaucoup d'interaction, mais quand même, les gens s'attachaient à ce petit robot. Et ça, forcément, ça fait écho à Asimov, au cycle des robots, avec cette petite fille qui s'attache à son robot nounou. Et donc oui, ça m'a inspiré cette histoire de manipulation, c'est-à-dire que plus va y avoir de communication, même avec un objet non vivant, et plus ça va créer de l'émotion chez nous. Et comme nous sommes des animaux qui nous mettons en action par rapport à nos émotions, je trouvais que cette histoire de manipulation était assez intéressante à développer. Et voilà comment est né le recommencement mécanique. D'accord. Alors tu parlais tout à l'heure de multiples réécritures pour arriver au résultat d'aujourd'hui. Est-ce que dans toutes ces réécritures, est-ce que tu as eu des doutes, des choses qui t'ont bloqué ou pas? Et tu sais, il y a toujours, on parle quand on écrit le début, le premier jet, il y a toujours une excitation, tu sais, un moment où tu as les idées qui émergent de partout. Et puis à un moment, cette excitation est diminuée au fur et à mesure. Est-ce que toi, tu as vécu la même chose avec ton texte? Alors sur le premier, j'ai pas du tout parce que je l'ai vraiment vomi. Et après, par contre, sur la réécriture, alors c'est pas tant la réécriture qui m'a mis le doute. Ça a été plutôt quelque chose d'extérieur. Ça a été un retour de bêta lecteur. Ah. Et en fait, l'écriture, c'est quelque chose qui est extrêmement solitaire. Et moi, ça me va très bien parce que je suis quelqu'un de solitaire. Et là, ça a été mon premier contact avec le jugement d'autrui, le regard de l'autre sur mon travail. Et le retour a été tellement dur. Je me rappelle des mots. C'est une histoire qui parle de rien et les gens ne veulent pas lire des histoires qui parlent de rien. Effectivement. Et j'ai eu un moment où, en fait, je me rappelle quand j'ai eu cet appel, j'étais en train d'écrire la suite et il m'a dit non mais c'est pas la peine d'écrire la suite. C'est vache. Il y a tout à refaire. On recommence tout depuis le début. Et j'ai fermé le clavier et j'ai fermé l'ordinateur et j'ai pas écrit pendant plusieurs mois en fait. Ouais, j'imagine. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce qui m'arrivait et puis à douter en fait. C'était vraiment un doute. Est-ce que je suis légitime à faire ça? Est-ce que finalement je ne sais pas raconter des histoires? Se dire aussi est-ce que j'ai vraiment envie de faire partager ces histoires-là avec quelqu'un, avec le monde? Et donc oui, ça a été une période assez difficile. Donc c'était pas tant sur le processus de l'écriture, ça a été plutôt le regard des autres qui m'a heurtée. Ça a été une grosse claque en fait. Et puis parce que j'avais pas le recul nécessaire. C'était ton premier roman. Voilà, j'aurais mis ça dans un tiroir. Là, j'ai vraiment pris ça de front et oui, ça m'a blessée, ouais. Ah oui, j'imagine très bien. Et là, tu disais donc qu'il y a eu plein de relectures et de réécritures, mais à quel moment tu t'es dit « ça y est, j'arrive à la fin, ça y est, je lui ai donné tout ce que je pouvais et ça y est, je peux enfin le faire lire à quelqu'un d'autre qui sera, j'espère, un peu plus bienveillant quand même ». Alors, c'est difficile de donner une date. Vraiment, moi, la finitude, la fin... j'ai jamais eu l'impression de l'avoir fini ce bouquin jusqu'au moment où j'ai signé le BAT. D'accord. Où il est parti à l'impression. J'ai jamais eu ce sentiment de soulagement que certains auteurs ou autrices ont quand ils ont fini leur premier jet, par exemple, et qu'ils écrivent le mot fin. D'ailleurs, je pense que je n'ai pas écrit le mot fin. Il y a tellement de travail en fait derrière que j'ai l'impression que c'est jamais vraiment fini. Et même quand il est parti pour le BAT à l'impression, c'était pas une sensation de soulagement, c'était plutôt du doute, c'est de me dire, est-ce que ça y est, il ne m'appartient plus, je pourrai plus jamais rien modifier. Il va voler de ses propres ailes. Et donc, c'est plus du doute et de la peur, finalement, que du vrai soulagement de l'avoir fini. Donc, cette sensation de fin, c'est vrai que je l'ai
pas vraiment ressenti sur tout le processus. D'accord. Après, les périodes de réécriture, elles ont été très espacées parce que c'est un livre que j'ai écrit, enfin une histoire que j'ai écrit il y a 4 ans. Et pour qu'on me propose un contrat d'édition, donc il a passé quand même beaucoup d'étapes parce qu'il est passé par les murmures littéraires. Le résultat des murmures littéraires a mis 1 an. On m'a proposé un contrat d'édition 1 an après. Donc il y a eu des très des très grandes périodes où il s'est pas passé grand chose sur le manuscrit. Et donc oui, quand il a fallu se replonger dans la correction éditoriale en fin 2025, ça a été aussi un choc, parce que de relire ce qu'on a écrit il y a 4 ans, c'est-à-dire le mois 4 ans. Et c'est ça, on a changé. C'est ça, en fait. On se rend compte qu'on a fait quand même du chemin, que le style a changé, et puis qu'on n'est pas là pour le réécrire, on est là pour le corriger. Donc voilà, c'était aussi intéressant de se heurter à son moi. Il y a 4 ans, j'imagine très bien. Et justement, pendant ces 4 années et avec tous les retours que tu as eus avec la correction édito, le murmure littéraire, etc., qu'est-ce que tu as appris sur toi-même à travers l'écriture ? Que j'aimais ça, que c'est un plaisir d'écrire parce que c'est beaucoup de travail, c'est très chronophage. Autant le premier jet, c'est quelque chose qui peut se faire naturellement assez rapidement. Après, le travail de réécriture et de correction, je le vois comme quelque chose de plutôt scolaire. Et ça, c'est pas quelque chose qui me dérange parce que je suis un peu scolaire dans ma tête. Et donc oui, c'est de la persévérance en fait. C'est vrai que c'est quand même beaucoup de travail. Là, moi, j'ai la chance de pouvoir publier le premier roman que j'écris. Mais c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on peut écrire qui finalement n'aboutissent jamais. Oui, qui restent dans les tiroirs. Qui restent dans les tiroirs. Donc ça, j'ai écrit pas mal de nouvelles qui n'ont pas été retenues sur des appels à texte. Il y a un deuil à faire, oui, parce que alors la nouvelle encore, c'est pas très long. On y passe moins de temps, mais c'est vrai qu'un roman, c'est un enfant, c'est énorme en fait. Tout à fait, c'est du travail, c'est des heures, c'est du temps, c'est de soi qu'on donne au texte, au personnage et dans tout ce qui s'ensuit avec l'édition après. Et justement, pour toi, l'écriture, ça c'est plus, ça a plus ressemblé à un refuge ou quelque chose qui t'a repoussé dans tes limites? Alors le refuge sur le premier jet, oui, ça pourrait l'être. Je pense que j'avais besoin de ça, j'avais besoin de me retrouver avec moi-même et d'écrire. C'était très compulsif, j'écrivais du matin au soir, je mettais même un réveil le soir pour aller me coucher parce que sinon j'écrivais une partie de la nuit, je me rendais compte que le lendemain j'étais moins productive parce que j'étais fatiguée. J'ai essayé de respecter des horaires. Oui, j'oubliais de manger. J'étais vraiment dans... Ouais, ça doit être un refuge. J'avais une fatigue aussi de mon travail. Je sortais du boulot, enfin de plusieurs mois de boulot assez difficile. Et oui, ça a été un refuge, ça, on peut le dire. Après, ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout ce qui est correction, réécriture, là, c'est plutôt du scolaire. Et d'ailleurs, je le vois parce que quand j'écris mon premier jet, même là, quand j'ai fini mon premier jet là pour le 2e tome, j'écris plutôt en musique. Je me laisse porter par la musique. Alors que tout ce qui est réécriture, là, j'ai besoin de beaucoup plus de silence. Il faut que ça soit calme. Il faut que je sois concentrée. Et donc, c'est deux étapes qui sont quand même très différentes pour moi. D'accord. Ok. Et là, on va repartir du texte en lui-même. Quand tu as commencé à l'écrire, est-ce que tu as su dès le début ce qui allait advenir ou est-ce que tu t'es laissé porter par, comme tu disais tout à l'heure, le personnage, que ton histoire d'abord se construit par le personnage et après la suite en découle? Comment tu as géré cet acte créatif? Alors moi, je jardine beaucoup. Je pars de mon personnage. Alors j'ai toujours une idée un peu de fin, mais je sais à l'avance que ça sera jamais la fin, la vraie fin. D'accord. Je vais la changer, c'est sûr. Pourquoi ? Parce que les personnages vont prendre des chemins différents. Je vais
comprendre que finalement, ça va manquer de crédibilité si il se passe ceci ou cela. Et donc, finalement, je jardine beaucoup. Ça m'a un peu lésée là sur le deuxième tome parce que je me suis retrouvée dans une situation où mes personnages étaient dans une alors pas une impasse, mais dans des difficultés que moi-même je ne savais pas comment les en sortir. Et là, il a fallu vraiment que je fasse appel à un alpha lecteur qui lise le texte et qui m'aide à me sortir de ça. Donc, jardiner, c'est pas forcément une très bonne chose. Je pense que c'est important de savoir à peu près vers où on va. Je sais que ça va changer. Je sais que mes personnages vont changer, que parfois ils ont pas finalement à la réécriture, il y a un personnage masculin qui devient féminin. Il y a beaucoup de choses qui vont changer au niveau de la maturation. Je pense que en tout cas, moi, je fonctionne comme ça. À chaque fois que je réécris l'histoire, il va y avoir des choses qui vont être apportées. Parce que moi, mon premier jet, il est très sec. Je suis pas très prolifique, en fait. J'écris pas. Moi, ce qui se passe dans la réécriture, c'est que je vais rajouter beaucoup de choses. Je vais épaissir les choses. Mon synopsis, mon premier jet, c'est presque un synopsis. Une sorte de zéro où tu poses les grandes idées, c'est ça? C'est comme un squelette, et après sur les réécritures, je vais y apporter de la chair, je vais apporter du muscle, je vais apporter de l'épaisseur au niveau des personnages. Et oui, j'augmente le nombre de signes de manière importante à ce moment-là. L'écriture, ouais. Ok. Alors, tu parlais justement tout à l'heure de personnages qui changent de sexe en cours de temps. Est-ce que justement tes personnages te surprennent quand tu racontes leur histoire, ou est-ce qu'ils t'obéissent, ou est-ce qu'ils t'échappent? Alors, j'ai envie de dire qu'ils m'obéissent quand même. J'ai vraiment la conscience d'être sadique avec eux. Mais finalement, je m'en suis rendu compte quand j'ai relu le texte, le recommencement mécanique 4 ans après, que quand même il y avait beaucoup de clichés dans mon texte. Et ça, je m'en étais pas rendu compte. Et finalement, je pense que c'est bien de l'avoir relu 4 ans après. Je me rendais pas compte que j'avais autant de clichés liés au genre. Les garçons partaient à la montagne, les filles dansaient. Il y avait une espèce qui m'a vraiment profondément gênée quand je l'ai relu, et où je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. En fait, je pense qu'on est tellement façonné par ce qu'on voit, par ce qu'on lit, par notre culture, la culture en général, que parfois, de manière inconsciente, on écrit des choses. Il faut quand même un certain recul pour se dire, ouais, non, mais là, j'ai vraiment été à côté de la plaque. Alors, je sais pas si on peut dire que ce soit mes personnages qui m'ont échappé. Je pense que c'est plutôt moi qui, de manière inconsciente, a pas fait, fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Le tout, c'est de rectifier le tir et de dire, non, ce texte, il peut pas sortir en l'état. Il y a un souci sur ce point-là. D'accord. Ok. Est-ce que dans l'écriture du recommencement mécanique, est-ce qu'il y a eu une scène que tu as écrite qui t'a fait peur ou que tu as hésité à garder? Là, comme ça, je n'en vois pas. Je vois pas de scène qui m'aurait fait peur. Alors, il y a une scène de sexe. Voilà, s'il faut penser à une scène qui sort un peu de l'ordinaire, et encore, non, en tout cas, cette scène, elle est importante. Je pense que c'est les scènes de sexe, par contre, c'est les scènes qu'il faut pas louper. Autant on peut planter une description, on peut planter un dialogue, mais c'est une scène il faut pas se louper, je trouve, parce que ça va tout de suite sortir le lecteur de sa lecture. Oui. Donc il y a un travail qui est quand même particulier sur ces scènes-là. Moi, j'en écris quand même beaucoup. Enfin, beaucoup. J'en écris dans beaucoup de mes textes. Mais c'est, en tout cas, non. C'est pas une scène qui me fait particulièrement peur. Et elles sont pas gratuites. Elles ont quand même leur importance dans l'histoire. Voilà. Mais non, j'ai pas de scène particulière que j'ai voulu enlever ou non. D'accord. Ok. Est-ce que tu t'es rendu compte, à force de relire ton texte, qu'il y avait des thèmes que tu explorais sans cesse et que tu n'avais pas forcément réalisé au moment de l'écriture?
Alors des émotions, il y a beaucoup de culpabilité dans mes textes. Mhm. Alors pas trop dans le recommencement mécanique, plutôt dans le tome 2, là, dans celui que je suis en train d'écrire. D'accord. Ça, oui, c'est une émotion qui fait mal, la culpabilité. C'est quelque chose que moi j'ai ressenti au cours de ma vie, donc forcément, voilà, c'est quelque chose qui va se retrouver dans mes textes. Et il y a la peur aussi. Ça, le recommencement mécanique, il y a beaucoup de peur. C'est la première émotion que va ressentir Kali, l'intelligence artificielle. Mhm. Et oui, je pense que inconsciemment, c'est quelque chose. C'est un miroir en fait. Je suis quelqu'un qui a peur. Donc oui, ces textes, ils disent aussi, ils parlent de nous. Hein. Mhm. Pas trop lutter contre ce genre de choses. Ok. Après, ça humanise aussi beaucoup, je pense. Mm. Est-ce que il y a dans l'écriture du texte, est-ce qu'il y a un moment qui est plus difficile qu'un autre à écrire, comme par exemple, t'as plus de facilité à écrire le début que le milieu, ou la fin, ou t'es plus doué pour les dialogues que les descriptions? Est-ce que t'as observé quelque chose lors de ton écriture? Oui, mais finalement, ça change beaucoup. Au début, je pensais que j'étais plutôt à l'aise sur les dialogues pour me rendre compte que mes dialogues, ça allait pas du tout. Mm-hmm. Donc, parfois, on a une appréciation étrange de soi. Donc, c'est difficile de savoir là où on pêche pas. Et il faut du recul quand même sur notre écriture. Oui. Donc, je pourrais pas vraiment dire. J'aime bien les descriptions. Mm-hmm. J'aime beaucoup les métaphores. Il faut faire attention avec les métaphores et j'essaie de faire attention justement. Le mot que je répète le plus, c'est les comme. C'est vraiment le mot qui est flagué par mon éditrice. Je mets des comme partout en fait et des mais. Ah oui. Ok. Donc c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Ouais. Tout à l'heure, tu disais qu'après le retour de ton premier bêta lecteur, tu avais commencé à douter. Qu'est-ce qui t'a remotivé, redynamisé pour retourner à ton texte et tu t'es dit, je vais quand même aller l'écrire? C'était le besoin de l'écrire. Et après, pendant toute cette période, j'ai énormément lu. Je pense que retourner dans la lecture, se replonger dans les textes, ça m'a fait du bien. Après, c'est le temps. Finalement, le temps guérit quand même, pense les choses. Et ça permet de revenir un peu plus serein. Mais j'avais envie d'écrire cette histoire, j'avais envie de la finir. Et finalement, c'est pas sur un avis. J'ai pris du recul sur la bêta lecture quand même. Je fais attention maintenant à qui je l'envoie. Ouais. Et je sais quelles sont. J'ai des questions en fait. J'ai des questions et j'attends des réponses par rapport à ces questions-là. L'avis personnel, finalement très subjectif du bêta lecteur, c'est pas qu'il m'importe pas, parce que c'est toujours agréable d'avoir un bêta lecteur qui dit que ça lui a plu. Mais finalement, je préfère qu'il réponde à une question très précise. J'attends quelque chose de lui et je veux une réponse, plutôt que d'avoir son avis et la façon dont lui, il aurait fait les choses à ma place. D'accord. Qui apporte pas d'éléments importants, quoi. Ok, je comprends tout à fait. Est-ce que si tu devais enlever tout sauf une chose dans tes romans, ce serait quoi? Si je devais enlever tout... Sauf une chose que tu trouves essentielle dans tous tes romans. Je pense que c'est le traitement des personnages. C'est le protagoniste qui est toujours central. Et qui, oui, pour moi, si le protagoniste, il est pas là, il n'y a pas d'histoire. D'accord. Et c'est vraiment l'élément essentiel, ouais. Ok. Est-ce qu'être publié, ça a changé ton rapport à l'écriture? Alors, c'est tout récent, c'est compliqué, j'ai pas encore le recul pour ça. Il vient juste d'être publié le 1er juin. En tout cas, ça m'a quand même boosté. Je suis revenue des Imaginales et j'ai fini le premier jet du second tome. Ça m'a vraiment mis un boost où
Oui, peut-être que j'ai perdu un peu, alors pas complètement mon syndrome de l'imposteur, mais où je me suis sentie plus légitime et toutes ces rencontres, c'est juste incroyable. Alors je sais pas si c'est la publication ou plus le salon. Je pense que c'est quand même plus le salon. Mhm. A vraiment boosté et qui m'a mis un coup de fouet en me disant non mais il faut vraiment que j'avance sur ce deuxième tome, il faut qu'il soit fini pour pouvoir pour pas le publier dans X années. Mhm. Je comprends. Alors justement, pardon, je t'ai coupé. Tu voulais dire autre chose? Non. Ok, je voulais justement revenir sur les Imaginales, puisque c'était ton premier salon. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé pour toi? C'était énorme en fait, c'était génial. Alors j'avais un peu d'appréhension parce que je suis quelqu'un de très solitaire, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer en public, c'est une épreuve pour moi. Je pense que si j'écris, c'est que je sais pas parler quelque part. Et donc j'avais très peur de cette rencontre-là avec les gens. Et puis j'ai très peur aussi le syndrome de l'imposteur parle pour moi de me vendre. Je sais pas me vendre. Et puis même les écrivains qui étaient avec moi au stand, ils m'ont regardé, ils m'ont dit ouais toi t'as pas la fibre commerciale quoi. C'est dur de pitcher et de vendre son roman. C'est très dur, oui. Et donc j'avais cette appréhension-là et en fait tout a été balayé parce que c'était incroyable de rencontrer d'autres auteurs, d'autres autrices que j'avais rencontrées sur les réseaux sociaux, là de voir tout le monde en vrai, de partager des moments conviviaux, de parler de littérature. Alors je suis peut-être très naïve et encore dans Bisounoursland. Et j'ai l'impression que le milieu est quand même plutôt bienveillant. Alors je connais pas les dessous, je connais pas peut-être les soucis qui peuvent avoir entre différents auteurs ou maisons d'édition. Il y a toujours des soucis partout, mais j'ai trouvé quand même le milieu plutôt bienveillant, accueillant. C'était hyper agréable. Ok. Et est-ce que justement t'as eu une réaction d'une rencontre d'un futur lecteur ou de quelqu'un qui avait peut-être déjà lu ton roman? Est-ce que tu as eu une réaction qui t'a marqué plus qu'une autre? Une rencontre qui t'a marqué plus qu'une autre? Alors aux Imaginales, mon livre n'était pas encore sorti. Il est sorti juste après, donc il y a très très peu de monde qui l'avait lu. D'où la difficulté parce que c'est pas évident de vendre un livre que personne ne connaît encore. Oui. Peut-être la seule réaction qui me vient là comme ça quand tu me poses la question, c'est une collégienne, une lycéenne, qui avait un billet de 20 € et qui n'avait que 20 € pour acheter un livre dans tous les Imaginales. Waouh, c'est dur ça. Et du coup, c'était très difficile pour elle parce que je la voyais passer de stand en stand et donc elle revenait vers moi, elle regardait mon livre, la couverture, puis elle repartait, elle faisait comme ça les stands et elle avait ce billet de 20 €. Et finalement, elle a choisi mon livre. Et je me suis dit, mais mince, mais quelle pression, mais j'espère tellement qu'elle s'est pas trompée et qu'elle va pas être déçue. Ah oui, effectivement, ça c'est rude. Oui, c'est rude parce qu'elle a tout misé sur mon livre et vraiment, j'espère qu'elle va pas le regretter. Eh ben écoute, on va croiser les doigts. Et puis justement, maintenant, on va parler de ton livre, donc qui s'appelle Le recommencement mécanique. Alors tout à l'heure, tu nous parlais du Covid et des reportages que tu regardais sur Arte avec la construction de ces petits robots. Donc c'est de là qu'est née cette histoire. Donc qu'est-ce que tu as voulu explorer à travers ton roman ? Alors ça parle d'intelligence artificielle. Il y a 4 ans, on en parlait quand même un petit peu moins. Là, on est quand même bombardé par cette nouveauté, enfin en tout cas cette nouveauté, ce qui prend beaucoup plus de place dans notre quotidien. C'est une intelligence artificielle qui n'existe pas encore. C'est vraiment un roman de science-fiction. On est dans un futur proche, dans 200 ans, où la Terre est devenue inhabitable et où l'humanité va faire un choix assez étrange, mais finalement pas si étrange que ça quand on voit comment l'histoire tourne pour nous. C'est-à-dire que plutôt que de préserver leur habitat, la Terre, ils vont décider de partir vers les étoiles.
Et D'accord. donc, ils vont créer des colonies sur 2 autres mondes. Et on suit le protagoniste de l'histoire, qui est une intelligence artificielle et qui est là pour concevoir une colonie, justement, sur l'un de ces mondes. Mhm. Donc, je m'appesantis pas sur le côté dystopique de fin du monde, mais plutôt comment on pourrait faire pour créer un monde, Tout reconstruire. tout reconstruire. Voilà, recommencer en évitant de faire les mêmes erreurs. Et ça part quand même avec un biais important parce que c'est Mhm. l'intelligence artificielle qui va se charger de ça et qui va élever des enfants. Et donc, si au départ, cette intelligence artificielle, on a l'impression qu'elle fait correctement son travail, elle va finalement avoir un comportement inquiétant sur de la manipulation. Et D'accord. d'où le fait que je parlais de cette manipulation d'émotions. Donc, on Mhm. n'est pas du tout sur de la révolte armée en mode Terminator. On est plutôt sur plutôt du ex machina pour ceux qui connaissent le film. Mhm. Où voilà, c'est le traitement des émotions qui m'intéressait. D'accord. Ok. Et donc, on parle beaucoup d'amour, d'attachement, de l'attachement paternel, Mhm. de l'amour aussi. Est-ce qu'on peut s'attacher à une machine? Est-ce qu'on peut en être amoureux? Et Mhm. là, oui, on reconnaît le terreau un peu de mes lectures de jeunesse avec Philippe K. Dick, avec les androïdes reptiles de moutons électriques ou le Mhm. des robots de Isaac Asimov. D'accord. Ok. Je vois tout à fait. Alors, tu parlais justement de la petite lycéenne tout à l'heure. Qu'est-ce que t'aimerais qu'elle ressente après avoir lu et fini ton histoire et qu'elle referme le livre? J'espère que j'arrive à avoir une fin satisfaisante, c'est-à-dire, je pense que quand on achète un livre, qu'on est lecteur, on a envie d'être récompensé à la fin. Pour moi, ça c'est important. Donc, Mhm. je veux créer des histoires d'aventure, pas simplement des histoires d'ambiance, mais vraiment de l'aventure où on s'attache au personnage, on a envie de savoir qu'est-ce qui va lui arriver. Et après, je veux pas spoiler, mais il y a une fin qui est quand même douce amère parce que finalement le méchant de l'histoire est pas forcément celui qu'on croit. Mhm. Et donc voilà, j'aimerais avoir un sentiment, enfin que les lecteurs aient un sentiment de surprise à la fin. Mhm. Alors il y en a qui disent que c'est particulièrement sadique à la fin, et digérer ce qui se passe. Euh, mais oui, en tout cas la surprise pour moi c'est important, la surprise et puis oui d'arriver au bout et de comprendre le chemin qui a été parcouru pour en arriver là. D'accord. Ok. Alors, tu nous parlais justement qu'après les Imaginales, ça t'avait reboosté pour poursuivre ton tome 2. Est-ce que c'est un tome 2 qui découle du recommencement mécanique ou c'est une histoire à part? Tu peux un peu nous le raconter ou nous le teaser un petit peu pour qu'on puisse le découvrir? Alors le tome 2, il y a une ellipse qui est assez importante qui va se passer entre le tome 1 et le tome 2. Donc il n'y aura pas les mêmes personnages à part un seul, celui qui peut survivre pendant tout ce temps-là. Mhm. Donc on repart sur... le tome 2 va être très différent, que ça soit sur le style, au niveau de la narration, sur le recommencement mécanique, on est à la 3e personne. Mhm. Dans le tome 2, la protagoniste, c'est une héroïne et on est à la 1re personne. Et donc, c'est une héroïne qui va être sur l'autre colonie. Donc, D'accord. il dit qu'il y avait 2 colonies et elle va être sur l'autre colonie. Et on va être sur quelque chose de très... donc, il y aura beaucoup plus de batailles, il va y avoir beaucoup plus d'enjeux politiques et pas de complot, mais en tout cas au niveau politique j'ai perdu le mot. De complot, de manigance, Pas de changement, de nouvelles idées. Pas de nouvelles idées. J'arrive pas à trouver le mot. De la manipulation finalement, de la manipulation avec des enjeux politiques. Voilà, donc il va être assez différent, mais on reste dans le même univers. Ok, d'accord. Et pour le recommencement mécanique qui vient de sortir, est-ce que, hormis les Imaginales, du coup, est-ce que dans les mois à venir, est-ce que tu as déjà de nouveaux salons qui sont planifiés ou des séances de dédicaces où on pourrait te rencontrer et
te soutenir en se procurant ton livre? Alors, il y a 2 salons en septembre. Il y a Étrange Grande alors je me rappelle plus exactement du week-end. Et puis après, il y a Ménétrol, les Aventuriales. D'accord. C'est les 2 salons que je vais faire cette année. Ok. Et ça va? T'es pas trop stressée? Non, au contraire, j'ai très hâte. En plus, les Aventuriales, c'est à côté de chez moi. Moi, je suis de Clermont-Ferrand et c'est la ville à côté. D'accord. Donc, non, ça va être génial, ouais. Ok. Maintenant, on arrive à la partie conseil. Est-ce qu'il y a une erreur ou une difficulté que tu as vécue pendant ton parcours qui t'a appris quelque chose? Celle qui me saute aux yeux, c'est la bêta-lecture. C'est de choisir correctement ses bêta-lecteurs, de savoir qu'est-ce qu'on attend d'eux. Et j'ai fait l'erreur aussi d'envoyer mon manuscrit. Alors, je sais qu'il y avait une banque où il y avait plein d'adresses mail de gens qui étaient OK pour faire de la bêta-lecture. D'accord. Ça, je ne le referai pas. J'ai besoin de connaître mes bêta-lecteurs pour savoir ce que j'attends d'eux. Alors ça, je pense que c'est avec le temps qu'on arrive à créer sa petite communauté de bêta-lecteurs où on sait lequel va nous apporter ce qu'on cherche. D'accord. Je sais que moi, j'ai un cousin qui est féru de SF, qui ne désemplit pas d'idées et d'imagination sur tout le monde de la science-fiction. J'ai quelqu'un d'autre qui est très doué plutôt sur la syntaxe, et ces 2 personnes-là, je sais que je vais pas leur poser les mêmes questions. Je sais que l'un va m'apporter tel ou tel élément et l'autre va être plus expert dans un autre domaine. Et ça, je pense que c'est l'erreur que j'ai fait au début d'envoyer mon manuscrit à n'importe qui. Et puis finalement, ça fait perdre du temps. Ça fait perdre du temps à la personne, ça fait au bêta-lecteur, ça fait perdre du temps à l'autrice ou à l'auteur parce que ces retours de bêta-lecteurs, ils sont pas forcément bons à prendre. Et ça, c'est aussi un truc que je faisais au départ, c'est que dès qu'on me faisait une remarque, je m'empressais de modifier ce qu'on m'avait dit. Et ça, non, vraiment, si je peux donner un conseil à des gens qui écrivent, faut pas faire ça en fait. Il faut vraiment peser le pour, le contre, avoir plusieurs avis dans ce sens-là. Et puis c'est vous à la fin qui décidez si vous allez changer votre texte ou pas, et ne vous laissez pas influencer sur des conseils qui parfois ne sont pas bien avisés. Donc s'entourer d'une bonne communauté de bêta-lecteurs, je pense que c'est vraiment essentiel parce que la bêta-lecture, ça fait vraiment partie du processus. On peut difficilement s'en passer. On a tellement la tête dans le guidon, on a tellement aussi l'impression que les lecteurs sont dans notre tête, alors que non, en fait. Je pense que la question qui est la plus importante à poser à un bêta-lecteur, c'est qu'est-ce que tu as compris ? Moi, c'est ça qui m'importe. C'est en fait, qu'est-ce que tu as compris sur l'histoire ? Est-ce que je suis arrivée à faire passer cette idée-là ? Et si on me dit, moi, j'ai compris ça et que ça correspond pas à ce que je voulais, je sais qu'il faut que je recommence à travailler cette notion. Et je pense que c'est plus important que une idée un peu objective de j'aime, enfin, subjective plutôt de j'aime ou de j'aime pas. Et justement, par rapport aux conseils et au retour des uns et des autres, est-ce qu'il y a un conseil qui te semble mauvais, mais qu'on donne souvent ? La régularité. Alors, je pense qu'on est tous différents et on culpabilise beaucoup les auteurs, les autrices de ne pas écrire de manière régulière. Moi, j'ai souvent entendu ce conseil, c'est il faut écrire tous les jours, même 10 minutes, un quart d'heure. Si on peut pas, on peut pas. Ça, je trouve que c'est pas. Il faut pas culpabiliser les gens là-dessus. On écrit quand on peut. Moi, je sais que j'écris pas du tout de cette façon-là. Il y a beaucoup de jours où j'écris pas. Comme je travaille la semaine, je n'écris que le week-end. Je ne sais pas écrire 10 minutes le matin avant d'aller au travail, par exemple. Je sais qu'il y a des auteurs qui peuvent faire ça et ça fonctionne pour eux. Et comme ça, étape par étape, ils arrivent à créer leur roman. Ou plutôt le soir. Il y en a qui écrivent en rentrant du travail le soir. Moi, je sais qu'après une journée de travail, je peux pas écrire. Et au début, ça me culpabilisait beaucoup. Je me disais mince, j'écris pas et il faut que je sois régulière. Et en fait, non, je prends mes week-ends et c'est à ce moment-là où j'écris et où j'avance. D'accord. Je pense que faut avoir chacun son rythme.
ne pas se mettre trop de pression. Et la régularité, on l'a ou on l'a pas. On fait un peu ce qu'on peut avec nos ce qu'on plannings. a. Voilà. Tout à fait. Et pour toi, ça veut dire quoi réussir en tant qu'écrivain ? Pour moi, la réussite, c'est le plaisir. Mmh. Parce que la publication en soi, je pense que il faut pas non plus en attendre un miracle. On est toujours très heureux de publier, hein, c'est génial. Après, on n'est pas obligé d'être publié pour être auteur. Mmh. Je pense que c'est le plaisir. Moi, le jour où j'aurai plus le plaisir d'écrire, je pense que ça vaudra plus le coup, en fait. Alors ça, c'est vraiment personnel, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui écrivent et qui le prennent de manière très professionnelle et qui, voilà, même s'il n'y a pas de plaisir, ils vont s'asseoir à leur bureau et écrire. Moi, pour le moment, c'est mon moteur. Si j'ai pas ce moteur-là, ça me paraît difficile de continuer. C'est tellement de temps, c'est D'investissement. tellement de travail que pour finalement un résultat financier qui est catastrophique, hein, même si on est publié. Donc, s'il n'y a pas de plaisir, pour moi, ça serait compliqué de continuer. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a une lecture qui t'a le plus marqué et que tu recommanderais à tout aspirant auteurice ? Alors, en conseil d'écriture, des méthodes d'écriture ou Comme tu veux, ça peut être aussi un auteur qui a construit un texte de telle façon que tu trouves ça génial pour un jeune auteur de découvrir cette histoire-là. Ça peut être ça ou un livre d'écriture qui t'a aidé. Alors moi, il y a un livre qui m'a vraiment scotché sur l'écriture, sur la forme, comment l'auteur l'a traité. C'est Vol au-dessus d'un nid de coucou. D'accord. C'est un bouquin qui se lit assez rapidement et pour moi, il est extraordinaire. Mais cet auteur a été extraordinaire, c'est Ken Kesey. Il n'a pas écrit énormément de bouquins. Et, en France, il y en a que 3 qui sont publiés, dont Vol au-dessus d'un nid de coucou. Et la structure du livre est extrêmement maligne, en fait. D'accord. Donc c'est un personnage, celui qui parle n'est pas le personnage principal, et ça, je trouve que c'est extrêmement malin dans ce contexte-là. Et que ça soit voilà sur l'histoire ou que ça soit sur la façon dont il a écrit son texte, je trouve que c'est un bouquin qui, en tout cas, alors j'ai jamais écrit de texte comme ça encore. Parce que pour moi, c'est vraiment, c'est extrêmement difficile. J'ai pas encore cette capacité-là, mais en tout cas, moi, c'est vraiment un bouquin qui m'a scotché sur comment l'auteur s'y est pris pour l'écrire. J'ai trouvé ça extraordinaire. Ah, ok, on le note. Si tu pouvais parler à la personne que tu étais au tout début, en plus de bien choisir son bêta lecteur, qu'est-ce que tu lui dirais ? Je lui dirais que c'est une aventure extraordinaire qui l'attend et qu'il faut y aller, quoi. Donc, ouais, non, vraiment de pas baisser les bras, d'avancer. Non, c'est vraiment incroyable. Après, j'ai beaucoup de chance. Je pense qu'il y a quand même aussi une part de chance dans cette histoire. Mais oui, il faut y aller. Si on aime ça, moi, voilà. Enfin, moi, ce que je me dirais, c'est perds pas le plaisir que t'as et vas-y, fonce. Ok. Alors maintenant, si on veut te suivre pour te soutenir ou découvrir ton travail, où est-ce qu'on peut se rendre, s'il te plaît ? Instagram. Ok. Mon seul réseau social, c'est Instagram. Et en fait, il est hyper important sur la promotion de mon livre. J'ai une maison d'édition qui n'est pas diffusée dans les librairies, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas trouver mon livre en rayon. Il faut le commander. Alors, vous pouvez le commander dans n'importe quelle librairie, mais vous ne pourrez pas le trouver sur une étagère dans une librairie. D'accord. Donc, voilà, toute la promotion est faite sur mon compte Instagram. Alors, c'est pareil, c'est un côté que je ne connaissais pas, mais faire de la promotion et essayer de promouvoir son livre, c'est un exercice, c'est un métier en fait. Hein. Oui. J'ai pas forcément ces compétences-là, donc je fais mon petit bonhomme de chemin. Je suis plutôt contente de le faire et les retours sont sympas.
Donc Moi, voilà. c'est ce qui compte. Pour me suivre, c'est Instagram. Ok, je mettrai tout dans la barre de description, pas de souci. Maintenant qu'on arrive à la fin, avant de conclure cet épisode, est-ce que tu te sens prête de faire un petit jeu, une question, une réponse? Voilà. Ok. Ça va être facile, t'inquiète. Le personnage préféré que tu as écrit, celui que tu as vraiment préféré écrire, et pourquoi lui ou elle particulièrement? Alors c'est Zayn, c'est l'héroïne du 2e tome. Mm-hmm. Parce qu'elle est torturée, parce qu'elle a peur, parce que elle culpabilise, elle me ressemble beaucoup, et que voilà, l'histoire va faire que les choses vont s'améliorer pour elle et qu'elle va retrouver de la confiance en elle. J'aimerais lui ressembler. Voilà. Ok. Alors tout à l'heure tu nous as dit les mots que tu utilisais trop, c'était comme et mais, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu parlais des moments pour les autres, que ça peut être le matin ou le soir, mais le tien pour écrire, c'est quoi ton moment préféré à toi? Moi, c'est des journées entières, le week-end. Enfin, D'accord. les jours où je travaille pas, donc le week-end. Le week-end. Moi, je peux rien faire en 10 minutes, même 1 heure, je peux rien faire. J'ai besoin d'une journée complète et de savoir qu'on ne me dérangera pas pendant cette journée. D'accord. Est-ce qu'il existe une musique qui colle à ton univers? Le trip-hop, l'électro. D'accord. Est-ce que tu as déjà pensé, si un jour on faisait de ton œuvre un film, est-ce que tu as déjà réfléchi à qui tu choisirais comme actrice pour incarner tes personnages? Pas du tout, parce que je suis à des milliards d'années-lumière de penser à ce genre de choses. Donc il n'y a pas eu de personnage sur lequel tu t'es inspiré ou qui t'ont fait penser tiens ça ressemble à tel acteur ou... Ah non, pas du tout. D'accord, ok, ça marche. Eh bien voilà, on arrive à la fin. Merci beaucoup Charlotte pour ce beau moment passé ensemble. Merci d'avoir partagé avec nous tout ton univers. Je te souhaite vraiment plein de belles choses pour la suite, notamment avec le tome 2 qui va arriver bientôt, j'espère. Oui, j'espère. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous aussi. Oui, c'était très agréable. Merci beaucoup. Je t'en prie. Donc là, c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous a donné envie de lire, d'écrire ou tout simplement de rêver un peu plus. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si le contenu vous a plu. Merci Charlotte d'être venue. Merci Jess. Merci à tous pour votre écoute. À très vite pour la suite.